Salut Teddy et bienvenue dans Changement de vitesse. Tu avais des chauffeurs qui étaient en garde à vue tous les soirs et là, quand ils te rappellent le lendemain et qu'ils te disent « Ouais, j'ai passé une nuit en cellule », enfin, c'est hyper dur, quoi. Quand tu crées l'appli, vous faites un truc assez drôle, c'est que t'as un bouton en tant que chauffeur, t'as un problème, t'appelles Teddy. J'ai passé ma nuit au téléphone et là, donc, j'ai pété un câble, j'ai dit « Bon, vas-y, il faut que ça change ». Mais en termes de caractère, je pense que je suis très entrepreneur. Il a été idolâtré peut-être trop pendant des années. Moi, j'ai toujours été réaliste. Tu vois, moi, par exemple, Oussama, à un moment, quand on était chez The Family, m'avait dit « Putain, Teddy et tout, quand même, franchement, tu veux pas, si jamais un jour Hitch ça s'arrête et tout, on monte une boîte ensemble. » Le métier de chauffeur VTC, c'est aussi être entrepreneur. C'est pas juste conduire une voiture. Donc là-dessus, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mon invité aujourd'hui, c'est Teddy Pellerin. En 2013, Teddy cofonde Hitch avec une idée simple, permettre aux jeunes de rentrer chez eux, en banlieue souvent, la nuit, quand il n'y a plus de bus, plus de transport en commun et que les taxis sont introuvables. Mais l'histoire de Hitch va rapidement devenir l'une des plus mouvementées de la French Tech. Des centaines de chauffeurs placés en garde à vue, des procès au pénal pour les cofondateurs, une condamnation même, et puis une offre de rachat à 60 millions de dollars par Uber qu'ils ont refusé. Et enfin, une transformation complète du modèle. 13 ans plus tard, Hitch est devenu un acteur international du VTC, présent notamment en Europe et en Afrique. On va parler de tout ça avec Teddy Pellerin. Salut Teddy et bienvenue dans Changement de vitesse. Salut Yann, merci beaucoup. Alors Teddy, tu as lancé une newsletter il y a quelques mois qui a fait énormément réagir. C'est sur ça d'ailleurs que je t'ai contacté. Ça fait très longtemps moi, que je te suis et que j'ai suivi vraiment depuis le début l'aventure Hitch. Mais cette newsletter, dedans, tu te racontes depuis le début. C'est un feuilleton qu'on n'a plus envie de manquer. J'ai l'impression que ça n'existe pas ou plus d'avoir un feuilleton écrit qu'on a tellement envie de suivre que vraiment à chaque sortie, on lit directement sur son téléphone. Comment t'es venue l'idée et pourquoi tu fais ça ? Ouais, l'idée c'était de reprendre un peu la parole parce que ça fait longtemps que j'ai pas communiqué sur Hitch. Je me suis dit que cette année, j'allais jouer un peu plus mon rôle parce qu'on est sur un marché qui est très concurrentiel. Ça fait maintenant 13 ans, comme tu l'as dit, qu'on est face à Uber et face à Bolt, qui sont des acteurs qui ont beaucoup de moyens. Donc à un moment donné, faut mettre toutes les chances de son côté et je me dis que ça peut faire du bien de raconter l'histoire. Et puis un petit côté sympa aussi à raconter et ça prépare éventuellement un jour un autre format si on a envie de le faire. Ouais. Mais donc là, toi, au moment où tu crées justement Hitch, tu nous racontes que tu n'étais pas du tout préparé ni sur les sujets tech, puisque vous n'aviez pas d'appli. Vous preniez vraiment à la main les gens en sortant de soirée pour les emmener à leur chauffeur. Donc, vous faisiez le rôle de l'appli en physique. Uber, lui, existait déjà avec de la tech, etc. Tu venais d'un monde ingénieur, tu venais pas d'école de commerce. Comment tu te motives à te dire « Ok, il y a quelque chose à résoudre, mais pourquoi tu as envie, toi, de le prendre et toi, de t'en occuper ?» Je pense que j'aime bien quand il y a des challenges. Le début d'aller à la sortie des boîtes et de mettre des gens dans des voitures, j'étais bien, quoi. J'aimais bien, ça me gênait pas. À la base, toi, tu étais le client de Hitch rêvé, quoi. C'est-à-dire que tu sortais, tu te disais « Mince, pourquoi je trouve pas comment rentrer chez moi ?» Et tu t'es dit il faut juste proposer aux gens de se raccompagner les uns les autres. Ouais, c'est ça. Je pense qu'au tout début, donc au nouvel an 2012-2013, j'ai des copains qui viennent me voir et qui me disent qu'ils aimeraient bien faire un équivalent de Airbnb, mais pour la nourriture, donc pour aller manger chez l'habitant. Et ils me demandent, vu que moi je rentrais du Maroc, donc j'étais en France, j'avais du temps, ils me disent « t'as du temps, t'as déjà un peu d'expérience dans des startups, tu veux pas être le seul à plein temps et démarrer, quoi ?» Et je leur dis pourquoi pas, mais en réfléchissant, j'aimais pas trop le côté Airbnb de la nourriture, d'aller manger chez l'habitant, je voyais pas le marché. Et donc on a réfléchi, etc. À ce moment-là, vu que j'avais pas d'appart à Paris, je logeais chez Mathieu, qui est l'un de mes meilleurs potes et qui est devenu mon associé. Et donc assez vite, j'ai bifurqué sur la mobilité. Parce que j'ai dit, en vrai, tu vois, si on veut prendre le Airbnb et l'appliquer à quelque chose qui n'a pas encore été disrupté, sur la mobilité courte distance, ça a du sens. Donc, tu as quand même cette envie d'aller créer une boîte, puisque à la base, tu avais ce truc-là sur on va partager des repas, des machins, etc. Donc, tu commences à te poser des questions, à réfléchir à qu'est-ce que je peux créer quand même. Ouais, en fait, quand je suis rentré du Maroc, je pensais prendre un job. Mais bon, mes potes me parlent de ça, je commence à réfléchir. Et donc, j'avais passé des entretiens. En vrai, de tout début, je passe des entretiens. Et il y a un entretien où le gars me dit, à la fin de l'entretien, il me dit « J'adorerais te recruter, mais je pense que si je te recrute, dans 3 mois, t'es plus là. » Et je dis « Ah bon pourquoi ?» Et il me dit en fait, tu as besoin de beaucoup plus de liberté que ce qu'on va pouvoir te donner. Et là, en parallèle, on avait commencé à parler un peu de Hitch ou de créer une boîte. Et là, j'ai commencé à me dire il a peut-être raison, tu sais quoi, peut-être qu'en vrai, je vais créer une boîte et puis on verra, quoi. C'est génial parce qu'en fait, tu as tout le cheminement d'un entrepreneur à une époque
où l'entrepreneuriat startup était quand même difficile mais hyper sexy à la fois. C'est-à-dire qu'on avait envie d'y aller. Aujourd'hui, c'est presque devenu une norme. Un jeune qui sort, alors toi, tu es sorti d'école d'ingé, mais un jeune qui sort d'école de commerce, c'est une obligation presque pour lui de se poser la question de est-ce que oui ou non je monte une boîte. Tandis qu'il y a encore pas si longtemps, tu sais, il y a 13 ans, il y avait un côté un peu... allez, on y va, on teste, on essaye, c'est un peu fou, tu vois, comme Paris. D'ailleurs, tu en parles à un moment, tu dis, moi j'ai levé à un moment, tu parles de vieille idée avec 300 000 euros, tu dis, on n'est pas dans les mêmes époques, les gars, parce qu'aujourd'hui, tu as des levées, des dizaines de millions d'euros sur des boîtes qui n'existaient pas jusqu'à avant un PowerPoint, quoi. Ouais, et puis en plus, ça dépend d'où tu viens. Tu vois, moi, je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Mais en termes de caractère, je pense que je suis très entrepreneur. Mais c'est juste que le cheminement n'était pas le même. Ouais. Très vite, justement, un des nouveaux incubateurs de la place parisienne qui était The Family, cette vision-là de dire, t'inquiète, t'as une énergie, t'as un bon projet, t'as l'air d'avoir la tête sur les épaules et des associés, nous, on va s'occuper de t'aider à structurer tout ça. C'était vraiment indispensable d'avoir ces gens-là autour de toi? Je sais pas si c'est indispensable, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup servi. Je pense que The Family a eu un vrai rôle d'accélérateur. Et après, il y a eu Oussama qui nous a vraiment beaucoup aidé au début parce qu'il te poussait à aller un peu plus loin, un peu plus vite, quoi, vraiment. Et ensuite, Alice, quand on a eu des problèmes, qui nous a aussi beaucoup aidé à structurer la communauté et à essayer de voir comment créer un peu une marque, etc. Et entre les deux, sur la partie lobbying, on en parlait tout à l'heure, quand tu es face à des politiques, si Nicolas Collin, il nous débriefait un petit peu. Enfin, nous, on ne connaissait rien, quoi. Tu vois, il te permet de mieux comprendre le truc. D'ailleurs, ça te servira plus tard quand tu vas avoir ton rendez-vous au ministère, etc. Ouais, de savoir c'est quelqu'un qui nous... décrypter un peu qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que je dois vraiment attendre quelque chose de ça ou est-ce que c'est des conneries? Et vous, dans votre logique, à aucun moment, vous vous dites, mais les mecs, genre, on n'a pas d'appli, on ne sait pas coder d'appli. À l'époque, ça coûte beaucoup d'argent de créer une app. Vous dites, on s'en fout, on va d'abord voir si ça marche. Non, en gros, quand on se lance, donc Mathieu, mon associé, et moi, donc nous, à Supélec, on n'a pas du tout appris à coder. On était responsable de l'organisation des soirées, donc ce qui a permis peut-être de faire Itch, mais voilà, ce qui nous a pas aidé à coder. Et du coup, on avait demandé à 2 potes de Supélec de faire la première version de l'appli. Et une fois qu'on a eu la première version, en parallèle, à un moment, on a rencontré Elic, qui est devenu le 3e cofondateur et le CTO, et qui est arrivé, je pense, en novembre 2013. Et à ce moment-là, il a tout repris. On a refait une version de l'appli qui est ressortie en 2014. Quoi. Et est-ce que justement le fait de ne pas avoir eu accès à la tech dès le début vous a pas plutôt permis quelque chose que l'inverse? C'est-à-dire ça vous a pas permis d'aller sentir le marché avec vos mains et comprendre vraiment ce qui se passe? Si, mais ça, tu vois, c'est grâce à Oussama et The Family. C'est pour ça que je dis qu'ils nous ont apporté beaucoup. C'est que nous, on était partis comme tout le monde, tu vois. Bon, vas-y, on construit l'appli. Une fois qu'on a construit l'appli, on va se lancer, etc. Et donc, premier rendez-vous avec Oussama, il me dit OK, mais mec, t'es face à Uber, comment tu vas faire pour avoir des passagers, quoi? Et je dis, ah ouais, mais nous, en vrai, on veut s'occuper du retour de soirée, parce que ce qui va être bien, c'est que quand t'arrives devant les boîtes de nuit, là, les mecs, ils ont pas de taxi, il n'y a pas de VTC. Si j'ai une voiture devant, ils vont la prendre, t'inquiète. Et il me dit, ah oui, c'est pas con, ça. Il me dit, mais du coup, il te faut quoi pour commencer? Je dis, il me faut des chauffeurs, les passagers, je vais les trouver, et l'appli. Il me dit, des chauffeurs, t'en as? Je dis, ouais, ça, j'avais déjà commencé. Mais l'appli, t'en as vraiment besoin? Et je réfléchis et je dis, en fait, non, j'en ai pas besoin. Et c'est là où moi, j'étais assez ouvert à ce genre de réflexion. Mais l'air de rien, si je les avais pas eus, je pense que j'aurais perdu énormément de temps. Dans les soirées, du coup, tu te lies aussi beaucoup, non seulement aux futurs utilisateurs, donc tu réussis à avoir le brief complet des attentes et des contre-attentes, et aux chauffeurs. Vous avez ce truc-là où vous essayez vraiment de ne pas être comme les autres, justement d'être une anti-plateforme, à dire... ils offrent des bouteilles d'eau, on va offrir des bonbons. Ils prennent tant de commissions. Nous, on va... Au début, d'ailleurs, vous prenez 0 balles, le temps de monter le truc pendant assez longtemps, pendant plus d'1 an et quelques. Pendant septembre 2014, on a pris des commissions. En vrai, mais les gens pensent, tu vois, on n'a pas essayé de faire un truc différent. On a juste été nous-mêmes et c'était différent. Mais c'était pas volontaire. Non, t'es là, toi, t'es juste... Moi, je m'entendais bien avec les chauffeurs, tu vois, de base, alors qu'effectivement, je pense que tu prends le fondateur de Uber ou même d'autres boîtes françaises et tout. Déjà, en termes d'âge, j'étais plus proche, tu vois, j'avais 27 ans. Et je viens d'un environnement, même si j'ai fait une grande école et tout, je viens d'un environnement qui est plutôt normal, quoi, on va dire. Et du coup, en fait, on s'entendait bien, quoi. Tu vois, moi, voilà, c'était juste des gens que je rencontrais, qui pouvaient être mes potes, etc. Donc, il y avait effectivement, les chauffeurs nous aimaient bien, mais on l'a pas forcé, ça s'est fait naturellement. Mais même quand tu crées l'appli, vous faites un truc assez drôle, c'est que tu as un bouton en tant que chauffeur, tu as un problème, tu appelles Teddy. Ouais. Et quand le mec clique, il tombe vraiment sur ton portable, c'est-à-dire que
Là, on est dans presque de l'amitié, quoi. Ouais, Je vais pas te lâcher, je suis derrière toi. C'est juste au début, on va pas commencer à faire un truc compliqué où tu mets un menu et tu dis quel est ton problème, etc. On n'a pas le temps. Donc c'est quoi? Je dis, vas-y, c'est quoi? On va faire un truc simple. Juste, tu mets mon numéro de téléphone et je répondrai aux gens. Et en plus, ça créera de la proximité. Donc, je le sais que ça va créer de la proximité. Tu réponds à combien d'appels par jour? Au début, il y en a pas beaucoup. Et après, j'ai pété un câble. J'ai demandé à Mathieu de m'aider, mais on a mis 2 ans avant de laisser d'autres personnes faire le support. Et j'ai mis Pendant 1 an. 2 ans, c'est toi et ton cofondateur? Pendant 1 an, c'est moi. Et pendant la 2e année, c'est 1 semaine sur 2. Et en fait, j'ai pété un câble au bout d'1 an parce que je suis une soirée à Lyon chez un pote. Donc, on fait le service client. Déjà, on bossait quasiment tous les soirs. Là, on se lançait à Lyon. Donc, on avait dit, on bosse une soirée. L'autre soirée, on voit notre pote, quoi. Et là, j'ai passé la soirée au téléphone. Et j'ai compté le lendemain, j'avais pris plus de 100 appels sur donc du minuit 6 heures, quoi, tu vois. Et donc, t'en fais 100, les appels, c'est pas 1 minute, tu regardes. Tu passes la nuit collé à ton téléphone. J'ai passé ma nuit au téléphone. Et là, donc, j'ai pété un câble, j'ai dit, bon, vas-y, il faut que ça change. T'aurais refait la même chose, là? Demain, tu sur relances Itch de la même manière, à peu près sûr. à la même époque, tu refais pareil? Sur le début, ouais. Sur le début, je pense qu'on fait très, très peu d'erreurs. Sur les 2 premières semaines. On en a fait, tu vois, mais comme tout le monde. Pendant 2 ans, tu fais ça. Je pense que c'était utile, ouais, parce que du coup, c'est ce que tu disais, tu comprends mieux tes passagers, tu comprends mieux tes chauffeurs, voilà. Après, il y a des trucs, c'est aussi de la chance. Tu parlais du paiement au début, voilà. Paiement, on l'a pas mis en place juste parce qu'on n'a pas eu le temps. Je suis arrivé au mois de septembre, notre pote qui était encore septembre 2013, notre pote qui construisait l'application, me dit elle devait être prête en septembre, elle sera pas prête en septembre, elle sera prête en octobre. Je dis merde, ça fait chier, on peut pas lancer en septembre, tu vois, ça commence à faire chier de faire les soirées sans appli quand même. Et il me dit la seule manière c'est si je fais pas la brique de paiement, je gagne un mois. Je dis fais pas la brique de paiement, de toute façon ça fait quelques mois qu'on fait des trucs où on n'a pas de paiement, donc on s'en fout, on met les gens en relation, ils se payent en espèces et puis voilà quoi. Et je pensais qu'on ajouterait la brique de paiement un peu plus tard. Bon, on l'a ajouté 1 an plus tard. C'est dingue. Voilà. Mais ce qui nous a... Mais c'était une de vos grosses forces aussi. Les chauffeurs, moi je me souviens à l'époque, étaient hyper contents quand je les prenais sur Itch parce qu'ils prenaient du cash et que... Et en fait, il y a des trucs comme ça parfois où c'est vraiment de la chance, quoi. Et l'entrepreneuriat, il y a une grosse part de travail, tout ce que tu veux, mais il y a aussi vraiment de la chance. C'est que ça, nous, on l'avait pas anticipé. Ça arrivait parce que juste pour démarrer, c'était comme ça. Et en fait, le cash a été un truc différenciant de Itch pendant des années. Et je pense, moi, que quand on a été condamné et qu'on est revenu sur du VTC, c'est le cash qui nous a sauvés. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as dit au moins au début on n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Quand tu as fait la première et la plus grosse erreur, c'est quoi? Non, après on en a fait plein comme tout le monde, mais je pense qu'effectivement sur les débuts de boîte, moi le fait d'avoir énormément, d'être sous les opérations et de savoir ce qu'il faut faire en priorité, etc., c'est un truc où je suis plutôt bon et ça me fait marrer. Vibrer, quoi. Ouais, ça me fait marrer, tu vois, donc... Voilà, donc sur le début, je pense qu'on n'a pas fait trop d'erreurs. Après, oui, on a fait plein, je sais pas, les plus graves. C'est quoi la première big erreur selon toi? C'est-à-dire le premier moment où tu dis, maintenant avec le recul, on a été peut-être un peu trop loin à ce moment-là et c'était un peu con. Je pense 2015, donc quand ça commence à vraiment chauffer, en fait, on fait un choix. Mais tu as un choix à faire. En 2015, tu as des chauffeurs qui commencent à être pris en garde à vue, des trucs assez chauds. L'été 2015, c'est le moment où c'est très chaud. Où en fait, tu racontes que vous avez jusqu'à, au début, 3 chauffeurs par soir qui se retrouvent en garde à vue. Et puis à un moment, même encore plus. Dans le tout, on a eu 300 sur l'été. Par la brigade des Bowers, c'est la brigade des polices des taxis, entre guillemets. Police des taxis, mais qui avait eu 200 policiers supplémentaires pour pouvoir... Que pour ça. Ça, tu l'apprends plus tard, ça. Au ministère, non? C'est pas eux qui vous disent ça, qui vous disent on a mis 200. Pendant, quoi. Mais si, je vais l'apprendre au ministère, peut-être un peu avant. Donc là, toi, tu dis en 2015, c'est peut-être le moment où... En fait, ce qui se passe, c'est que donc, Uber a lancé Uber Pop, qui est une appli, qui est le service d'Uber où n'importe qui peut conduire. Donc exactement comme nous, sauf que nous, on est limité à la nuit. On a quand même des règles sur l'économie du partage. Nos chauffeurs peuvent pas en faire un métier, etc. Et là, Uber Pop, n'importe qui devenait chauffeur VTC, quoi. C'était quoi les grosses règles qui protégeaient justement le truc? Tu dis donc c'était que la nuit. C'était de quelle heure à quelle heure? À la fin, ça nous a pas protégés. Mais, l'idée de base. La vraie différence, c'était que nous, on se voyait comme un complément des offres professionnelles. Et donc, du coup, nos chauffeurs ne pouvaient pas le faire beaucoup. Ils étaient limités à 1 soirée par semaine maximum, ce qui leur permettait de gagner un peu d'argent, mais pas trop. Ça leur permettait de rembourser une partie des frais de leur voiture. Donc, ils étaient limités à 6 000 € par an. Okay, et après, c'est vraiment la logique du covoiturage, quoi. Tu étais dans une logique, en tout cas, d'économie du partage. Ouais. Et Uber Pop, il n'y avait pas de règles. Donc là, jour et nuit, illimité, la totale. Tout est un chauffeur pro. Ouais. Donc forcément, l'État a interdit ça avec une loi qui est sortie en 2014 qui disait que le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit. Donc là, ça permet à l'État d'attaquer Uber,
parce que Uber décide de ne pas arrêter Uberpop. Et donc, en 2015, ils n'ont toujours pas arrêté. Donc là, au bout d'un moment, tu as la décision, parce que les taxis commencent à organiser des grosses grèves, donc ça crée du désordre. Et donc, tu as un arrêté d'interdiction pour trouble à l'ordre public. Donc, parce que les taxis créent du désordre, on te dit que toi, tu es interdit puisque tu fais du trouble à l'ordre public. Et là, du coup, 200 policiers qui arrêtent des chauffeurs tous les soirs. Et nous, on se dit, on va essayer d'attendre que Uber arrête Uberpop. On va essayer de tenir plus longtemps c'est qu'Uber. ça ce que tu dis. Il faut qu'on tienne parce qu'en fait, la vraie cible, c'est pas nous, c'est Uber. Pour voir. En tout cas, on pensait ça. Mais sauf que Uber, à l'époque, c'est la boîte qui avait peur de rien et tenir plus longtemps qu'eux, c'était pas facile. Ouais. C'était pas facile. Mais on a réussi. Donc, ils ont arrêté au bout d'une dizaine de jours. Ce qui apparemment, moi, je le connais pas, le fondateur de Uber, Travis, mais ce qui apparemment l'a un peu rendu fou. Mais bon, sur le moment, on rigolait pas, quoi. Parce que tu avais des chauffeurs qui étaient en garde à vue tous les soirs. Et là, quand ils te rappellent le lendemain et qu'ils te disent, j'ai passé. Ils disent quoi ? Le premier qui passe en garde à vue, il est en mode un peu terrorisé. Il dit, je sais pas ce qui va m'arriver. J'ai passé une nuit en cellule. Enfin, c'est hyper dur, quoi. Ouais. Honnêtement, c'est hyper dur. Donc, toi, tu essaies un peu de le rassurer, etc. Mais t'en sais rien non plus. Tu sais pas. Tu sais pas non plus. Donc, tu lui dis, nous, on pense qu'on est légal pour telle et telle raison. Et puis, tu lui dis, t'inquiète, on va t'accompagner. Tu veux lui dire, tu es obligé de dire ça. Donc, vous avez monté une genre de task force légale pour tous ces chauffeurs-là ? Ouais, après, ouais. Ça s'est fait un peu progressivement, mais ouais. Et du coup, derrière, moi, pour le coup, j'ai prévenu tous les chauffeurs. Donc, vraiment, une fois que c'est arrivé, j'ai dit, voilà les risques. Bon, déjà, ils savaient qu'il y avait eu l'arrêté d'interdiction, mais on n'avait pas eu d'arrestation encore. Et là, je leur ai dit, voilà les risques, il y a des arrestations, il y a des chauffeurs en garde à vue. Si vous voulez pas prendre de risques, arrêtez de conduire. Sinon, voilà ce qui peut se passer. Néanmoins, nous, on pense que ce serait abusif parce qu'on pense qu'on est légal pour telle et telle raison. Ils ont mobilisé 200 policiers pour faire ça pendant des semaines, des mois ? Pendant 2 mois, quoi. Dans un sens, ça peut se comprendre, ça peut s'entendre au niveau de la loi. Dire, t'es hors la loi, le travail de la police, c'est de te remettre dans la loi. Mais ensuite, tu te dis, c'est quand même beaucoup de moyens pour des gars qui rentrent de soirée en voiture. Ce qui nous a un peu choqué, c'est que c'est effectivement beaucoup de moyens. Après, tu vois, il y a des pays où ça s'est encore plus mal passé. Il y a des pays où quand tu es arrêté, si c'est la voiture, là, t'arrêtes de suite. Tu as des chauffeurs qui se font saisir leur voiture. Tu tiens une semaine. Ça vous est arrivé ? Uberpop, moi, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé en Belgique. Waouh. Uber, ils ont lancé Uberpop en Espagne, ils ont tenu 2 jours. Et en fait, il a fallu attendre notre jugement pour qu'il y ait une décision de justice qui nous a été défavorable, mais qui, je pense, moi, a été quand même pas mal guidée d'une manière ou d'une autre. Parce qu'avant ça, tu vois, sur les 300 chauffeurs qui ont fait une garde à vue, finalement, il n'y en a que 30 qui ont été en jugement. Les autres, il n'y a pas eu de poursuite, etc. Et sur les 30 en jugement, on a gagné les 30 fois. Tu es quand même en train de dire un truc assez costaud, c'est que tu es en train de dire... tu remets en cause l'indépendance de la justice en France. Alors, pas forcément l'indépendance de la justice, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une séquence où, du coup, en 2016, donc nous, là, on a attaqué, donc il y a un jugement qui se prépare, donc qui aura lieu fin 2016. Et du coup, sur cette période-là, vu que les taxis ne sont pas contents et gueulent contre Hitch, donc l'État demande à un médiateur de revenir faire un rapport sur le transport entre particuliers et le VTC, et les taxis, ça englobe un peu tout le monde, et de faire une nouvelle proposition de loi. Et donc, il y a une nouvelle proposition de loi qui est postée pendant l'été et qui va être votée toute fin d'année 2016. Et donc, cette proposition de loi, elle dit que le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit à l'exception du covoiturage. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute cette période-là, où nous, on est jugés sur des faits entre 2013 et 2016, la seule loi qui dit que le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit, tu vois, c'est un peu technique, mais en fait, tu te dis que s'il y a un échange d'argent, ça peut pas être interdit. Parce que sinon, Blablacar est interdit aussi. Et tu te dis, c'est pas possible. Du coup, c'est là-dessus où on joue. On dit, on est du partage de frais. A priori, le partage de frais doit être autorisé. Donc, comment le règlement... Tu dis, je suis du covoiturage, mais courte distance. Je dis même pas que je fais du covoiturage. Non, mais grosso modo, ça revient au niveau légal ou technique quasiment à la même chose. Le covoiturage n'existe pas au niveau légal, mais ouais, grosso modo, ça revient à peu près à la même chose. C'est le partage de frais. C'est comment tu partages le frais d'un trajet ou d'une voiture. Tu vois, c'est pas écrit. Et donc, vu que la loi est votée fin 2016 et que nous, on est condamnés en mars 2017, là, à ce moment-là, ils peuvent dire... donc, ce que tu faisais, c'était du transport à titre onéreux parce qu'à partir du moment où il y a un partage d'argent, tu vois, même si c'est un échange d'argent, même si c'est 10 centimes d'euros, c'est du transport à titre onéreux. Donc, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que le covoiturage était autant illégal que nous pendant ces moments-là, sauf que personne ne les a attaqués. Et après, ils ont voté la loi fin 2016 pour sauver le covoiturage. Je pense qu'effectivement, c'est pas forcément... Ça ne veut pas dire que la justice n'est pas indépendante, mais en tout cas, l'État peut quand même donner des signaux de comment il aimerait qu'une loi soit interprétée. Tu disais tout à l'heure que les taxis, justement, ont joué quand même pour pas mal dans toute cette affaire, puisque tu dis, comme les taxis bloquaient la porte-maillot, les rues, etc., ça faisait du trouble à l'ordre public. Et donc, au lieu de dire que le trouble venait des taxis, on disait que le trouble venait de la cause, qui était Hitch, Uberpop, etc. Tu te retrouves, toi, face à 1500
chauffeurs de taxi constituer partie civile. Ça te fait quoi à ce moment-là? Et est-ce que tu comprends aussi les chauffeurs de taxi? C'est normal de comprendre les chauffeurs de taxi. Après, tu vois, moi, nous, on arrive, on a un business qui va... En vrai, j'en avais même parlé avec certains chauffeurs de taxi. Ils m'avaient dit, le problème, c'est pas Hitch. Hitch, ouais, vous êtes là le soir, vous ramenez des jeunes de soirée, on s'en fout. Mais on sait très bien que si Hitch passe, il y aura d'autres choses, quoi. Donc, on est obligé de se défendre, on est obligé de tout bloquer. Donc ça, je le comprends et voilà. Et chacun défend ses intérêts. Et à leur place, j'aurais probablement fait la même chose, tu vois, j'en sais rien, mais c'est possible. Après, parfois, tu peux peut-être te poser la question sur la manière. Après, voilà. Ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'à l'époque, voilà, c'est un peu ironique maintenant, parce que maintenant, on est devenu un acteur du VTC. Mais à l'époque, moi, ce que j'essaie d'expliquer aux taxis, c'était qu'il faut qu'il y ait du transport professionnel. Mais le problème que tu vas avoir, si tu n'as que des professionnels, c'est que tu vas avoir autant de chauffeurs le lundi après-midi que le samedi soir, alors que la demande n'est pas du tout la même. Donc, je leur disais, il vaudrait mieux avoir une offre professionnelle limitée, comme les taxis, et rajouter juste des pics d'économie du partage pour absorber les pics de week-end, parce que sinon, l'autre conséquence, ça va être de dire, tu fais un marché du pro qui doit absorber les pics, et vous allez vous galérer le lundi après-midi, quoi. Parce qu'il y aura trop de chauffeurs. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec le VTC, même si maintenant, tu as de plus en plus de chauffeurs qui sont... C'est ce que j'allais dire, c'est que ton discours de l'époque revient à dire que le statut même du chauffeur VTC tel qu'on le connaît aujourd'hui ne devrait pas exister si on se repositionne dans la tête de Teddy Pellerin en 2015. En fait, moi, je trouvais ça dommage d'avoir deux offres pro côte à côte qui sont grosso modo les mêmes et qui, du coup, vont... voilà, tu combles pas les besoins. Comment on explique cette coexistence ? Enfin, pourquoi ça existe, en fait ? Pourquoi, il n'y a qu'en Europe où ça s'est fait comme ça. Le fait d'avoir dans tous les VTC continents du et monde... taxi. Ouais, dans tous les continents du monde, tu avais des taxis et donc tu as du particulier comme nous qui arrivait, mais à la Uber Pop, quoi, ouvert tout le temps. Et au bout d'un moment, ça devient quelque chose de légal où chacun a le droit de conduire qui veut. Tu peux peut-être avoir... Mais c'est pas en tant que particulier. Aux voilà, États-Unis, par exemple. Pro. Exactement. Voilà, donc c'est le statut VTC et le statut taxi oui, qui mais coexistent. il n'y a qu'en Europe où tu as fait un statut VTC qui est une copie du taxi, sauf sur 2-3 détails. Voilà. Dans tous les autres continents du monde, ça a démarré par du particulier. Et au bout d'un moment, ils ont dit, tu sais quoi, le particulier, c'est cool. Juste, il y a des gens par TAM, il y a plein de trucs différents, etc. Juste, c'est des gens qui doivent payer des taxes. Parce que, voilà, c'est tout. Mais c'est un marché qui est déréglementé. Et en Europe, ils ont vu l'arrivée de Uber, etc. Donc, ils se sont dit, tu sais quoi, faut qu'on innove, voilà, machin. Mais c'est en Europe, donc tu as tendance à vouloir faire plus de réglementation. Et donc, ils ont créé ce statut-là de VTC qui, à la base, était assez libre. Hein. Au début, pour avoir ta carte de VTC, il fallait soit faire une formation, soit si tu avais le bac, ça suffisait. Et tu pouvais la demander, tu l'avais très rapidement, quoi. Tu as le bac, tu dis bonjour, je veux devenir chauffeur VTC, ouais. C'est fini. Exactement. Et tu avais ta carte. Et après, ils ont mis des formations de 150 heures. Après, ils ont mis des trucs. Ils ont mis plein de trucs. Tu penses qu'elles servent, ces formations ? Non, elles servent à rien. Enfin, si tu veux mon avis, je pense qu'elles servent à rien. Mais ils ont mis en fait des contraintes sur le marché pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien, parce qu'ils voulaient pas que le marché du taxi soit disrupté. Tu dis la formation aujourd'hui, elle sert à rien. Il y a des informations dedans, des choses, non ? Toi qui connais ça de l'intérieur, vraiment. Moi, j'ai l'impression que sur les formations, tu vois, c'est souvent des formations un peu en mode élitiste du chauffeur VTC qui doit devenir chauffeur de grande remise, se construire sa propre clientèle, etc. Après, j'ai pas vu toutes les formations. Voilà. Et qu'en vrai... c'est pas la vraie vie de 90% des chauffeurs, malheureusement. Non. Tu vois, moi, par exemple, nous, on essaie de refaire quand même... Enfin, de faire du VTC qui est quand même plus convivial. Moi, ça me gêne pas si le chauffeur est à l'aise ou le passager a envie de monter devant. Ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus sur Hitch, mais bon, soit je m'en fous. Et nous, tu vois, on dit pas à nos chauffeurs, vous devez pas parler, vous devez être invisible. La plupart des formations, c'est finalement, tu dois être un chauffeur et tu dois te rapprocher le plus possible de la voiture autonome et être invisible, pas parler à ton passager. Parce que si jamais tu parles d'un truc de sport et que vous n'êtes pas d'accord, ça va créer des problèmes, blablabla, tu vas avoir des mauvaises notes et tout ça. Moi, je leur dis pas ça. Moi, je leur dis, en fait, un être humain, c'est un être humain. Si vous voulez vous parler, vous parlez. Après, la formation VTC peut énormément apporter sur quelle structure choisir. Est-ce que tu te mets en SASU, en URL, etc., etc. Comment tu es un bon entrepreneur, parce que le métier de chauffeur VTC, c'est aussi être entrepreneur. Et c'est pas juste conduire une voiture. Donc là-dessus, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mais tu me dis demain, il n'y a plus de formation VTC, est-ce que le marché du VTC s'écroule ? Je te dis non. Si je te dis tout le monde peut conduire et tout ça, la réalité, c'est qu'il y a aussi un truc, c'est que si tu n'avais pas de formation VTC, tu vois, n'importe qui peut devenir chauffeur VTC, tu vas aller chercher aussi des profils très différents. Comme, voilà, là, tu as des profils chauffeur VTC plutôt plein temps. Demain, tu vois, et au début de Hitch, tu avais ça, même si ça gagnait pas beaucoup d'argent, voilà, ça te permettait juste de rembourser une partie des frais de ta voiture. Tu avais des gens, c'était... des étudiants, des comptables, des machins, etc. etc. Et tu as des gens aussi qui ont déjà un niveau d'éducation suffisant pour bien accueillir un client, qui ont aussi d'autres expériences, qui ont d'autres choses à raconter parce qu'ils ne conduisent pas tout le temps. Donc tu me dis, demain, il n'y a plus de formation chauffeur VTC, est-ce que le marché s'écroule ? Moi, je te dis non. Oui, donc en fait, tu es plutôt
pour quand un Uber te fait des formations à quelques euros pour les chauffeurs en prenant eux-mêmes en charge une grosse partie, puisque tu te dis, bon, de toute façon, elle n'a pas de sens, ou c'est quoi le truc? Le problème, c'est que ça crée d'autres problèmes, qui est qu'à un moment, tu as trop de chauffeurs et tu es sur un marché où il n'y a pas vraiment de prime à l'ancienneté. Et en plus, tu es sur un marché mobile, donc du coup, tu n'as pas ton territoire que tu gardes pour toi. Oui, c'est pas comme si tu as monté une épicerie ou un commerce de proximité. T'es un artisan, quel qu'il soit, au bout d'un moment, si t'es bon, les gens reviennent, t'es boulanger, etc., ils reviennent chez toi, etc. Et donc, t'as une prime à l'ancienneté. Est-ce que là, vu que t'es invisibilisé, comme tu disais, on ne sait pas chez quel chauffeur on se retrouve. Sauf si t'arrives à créer ta propre clientèle. Sinon, en fait, tu vas toujours avoir un afflux de nouveaux chauffeurs qui viennent et qui poussent les anciens vers la sortie, qui souffrent de plus en plus. Parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. C'est un job qui est hyper dur. Quand tu démarres, si tu es auto-entrepreneur et tout ça, tu as des aides, donc c'est un peu plus facile. Tu peux, à la limite, mieux t'en sortir. Et en fait, tu n'as pas de prime à l'ancienneté. Donc c'est hyper dur à réglementer comme marché parce que d'un côté, il n'y a pas vraiment, effectivement, de besoin de formation. Et donc, du coup, moi, je trouve d'énormément de besoins de formation et donc d'énormes valeurs ajoutées là-dessus qui permettraient de dire tu as des très bons chauffeurs expérimentés et des nouveaux chauffeurs moins expérimentés et moins bons, tu vois, voilà. Et donc, du coup, ils sont tous dans le même truc et c'est un job qui est ultra dur et c'est pour ça que tu as de plus en plus de chauffeurs VTC qui arrêtent ou qui se disent que c'est juste du complémentaire et qui vont reprendre un job et bosser à côté de temps en temps pour gagner un peu plus en faisant VTC quand c'est des grosses soirées, etc. Ou des gens qui se disent je vais faire ça 2-3 ans, je vais me mettre minable, mais ça va me permettre de mettre un peu d'argent de côté et après de faire autre chose, quoi. Et ça marche, ça, ils y arrivent. Et ça marche, ouais, ça marche, mais c'est dur, quoi. C'est un job qui est hyper dur, hein. Et puis pour le coup, je me souviens quand même, les premiers chauffeurs, ils te marquent un petit peu, donc je me souviens de leur nom, tu vois, je me souviens de leur visage, etc. Quand il y en a qui m'ajoutent sur LinkedIn, je les accepte bien volontiers. Et donc, là, il y en a quelques-uns qui ont commenté, je sais exactement qui c'est. Ouais, c'est très drôle, ça. Il n'y en a aucun finalement qui est devenu chauffeur VTC professionnel temps long. Si, il y en a plein. Pas forcément dans ceux du tout début, ça je ne saurais pas te dire, mais vu que Hitch en fait ont bloqué les chauffeurs s'ils atteignaient 6 000 euros par an, en fait, ce qu'on avait fait à un moment, c'est qu'on avait dit si tu atteins 5 000, on va t'envoyer vers un organisme de formation VTC. Parce que peut-être qu'en fait, tu es en train de te dire est-ce que je peux pas devenir pro? Donc au moins, tu auras ta licence. Et voilà. Donc quand on a été condamné, donc on a dû aller chercher des chauffeurs VTC et on a envoyé des communications à tous nos anciens chauffeurs qui avaient atteint 5 ou 6 000 euros parce qu'on s'était dit qu'a priori, il y en a peut-être qui étaient devenus VTC, quoi. Et on en a récupéré à peu près 1000 chauffeurs comme ça. Donc, il y a énormément de chauffeurs qui sont devenus VTC. Et qui après sont restés longtemps chauffeurs VTC ou pas? Parce que moi, j'ai vu sur le congrès des VTC, dans les inscriptions, alors ensuite c'est du déclaratif, donc voilà, mais dans les inscriptions, on a eu plus de la moitié, non, un peu moins de la moitié, qui étaient chauffeurs depuis plus de 3 ans et plus du tiers qui étaient chauffeurs depuis plus de 5 ans. Et ça m'a paru énorme par rapport à quand j'ai organisé le congrès des VTC en 2019 et en 2018, où tout le monde avait 6 mois et demi d'ancienneté, tu vois. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part, être chauffeur VTC aujourd'hui, même si tu conduis plus à plein temps, garde la carte. Tu vois, on ne va pas t'enlever ta carte VTC. Au bout d'un moment, tu as un renouvellement, mais voilà. Et du coup, ça te permet quand même de le faire de temps en temps. Donc, tu as beaucoup de chauffeurs, je pense, qui sont plus à plein temps, mais qui restent de temps en temps. Et après, je pense que quand tu organises un congrès comme tu l'as fait, tu attires aussi des chauffeurs qui sont assez déjà éduqués au marché, qui sont peut-être un peu plus... Donc, je ne sais pas si c'est représentatif de tout le marché. Je sais pas, en fait, c'est bizarre parce que sur les inscriptions, tu avais beaucoup d'anciens et sur place, tu avais quand même beaucoup de nouveaux parce que c'est les nouveaux qui avaient beaucoup besoin de trouver des solutions, les bagnoles, les machins, etc. Tu vois, l'assurance... Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé invisibiliser le chauffeur, ça revient un peu à pousser au taxi autonome. On parle de plus en plus du taxi autonome, notamment Bolt qui a fait de grosses annonces récemment. Tu crois que c'est un modèle réaliste en France, le taxi autonome? C'est une question réglementaire. Le jour où, d'un point de vue réglementaire, ça passe, pour moi, il n'y a pas de débat. Hein. Quand on a vu ce qui s'est passé, vous avez quand même eu des chauffeurs qui se faisaient littéralement casser la gueule par des chauffeurs de taxi à l'époque. Aujourd'hui, tu as 70 000 chauffeurs VTC, tu as plus de 40 000 taxis. Ça fait que tu as plus de 100 000 personnes qui ont gros à perdre pour eux et leur famille ça va être horrible. Si le taxi autonome rentre en France de manière réelle. San Francisco, au lancement notamment de Waymo, etc., sur les véhicules autonomes, il y a énormément de véhicules qui se faisaient vandaliser par des Américains. Les Américains, encore une fois, c'est très loin de leur culture, le vandalisme, ou en tout cas, ils ont beaucoup plus la peur du shérif que nous. Et du coup, ils mettaient de la peinture sur les caméras, des trucs comme ça. En France, avec des trottinettes qui, grosso modo, n'embêtaient pas vraiment les gens qui les dégradaient, les gars prenaient pour le plaisir des trottes Lime, etc., et les jetaient dans la Seine jusqu'à ce qu'ils aient dû faire des trottinettes 4 fois plus lourde, pas pour l'utilisateur, mais juste pour qu'elle ne soit pas jetée dans la Seine.
comment on va voir apparaître le taxi autonome. C'est-à-dire, ils vont les exploser, les taxis autonomes, c'est pas possible. Au début, moi, j'y c'est crois possible, pas. ouais. Enfin, chaque taxi, c'est des centaines de Ouais, milliers mais d'euros bon, après, ou plus, quand tu regardes aussi les valos de ces boîtes, ils vont perdre des millions d'euros, mais ils vont... Toi, tu penses qu'un Uber est prêt à perdre des milliards avant que le modèle s'installe vraiment en France? Parce qu'il va pas commencer par Paris, tu vois. Il va peut-être se dire, je commence par la Suède, quoi. Alors que... Mais à Paris, c'est le marché que toutes les boîtes de mobilité ont visé pour rentrer sur l'Europe. C'est un énorme marché, ouais, bien sûr. Donc, non, mais je pense que le frein est réglementaire, effectivement. Plus capacité technique, voilà. Non, technique, ça c'est clair, ça marche. Le client voudra le prendre. Le client voudra le prendre. Mais tu penses pas qu'il va avoir des blocages Si, tu vas en avoir. Sociétaux plutôt, tu vois. Tu vas clairement avoir des blocages sociétaux. Et il y a un truc qui, tu vois, donc personne ne parle, mais c'est aujourd'hui, si tu en avais à Paris, je pense qu'il serait un peu plus cher que des chauffeurs VTC. Parce que les voitures sont encore quand même très chères. Quand tu as des voitures autonomes avec tout ce qu'il faut, etc., c'est quand même un peu plus cher. Mais ça se réduit. À un moment, ça va passer en dessous. Sauf que la réalité, c'est qu'un chauffeur VTC, il gagne à peu près 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. Combien il y a dans sa poche après ? À la fin, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a 2 000 ou un truc comme ça. Énormément de charges. Ouais. Et à côté de ça, tu vas avoir un robot qui n'a aucune charge. Et ça, à un moment, il va falloir se poser la question, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce qu'on est prêt à détruire de l'emploi ? Mais du coup, on va détruire aussi des revenus pour l'État, parce que tu n'as plus de charges en face. Et du coup, forcément, les mecs vont être moins chers. Voilà. Je te dis la même chose sur les caisses autonomes au supermarché. Ouais. Bon, bah pourtant, ça existe. Ouais, mais du coup, ça veut dire que tu vas avoir énormément de chômeurs qui vont te coûter de l'argent de l'autre côté, quoi. Donc, du coup, peut-être que l'État va devoir se poser la question. Ouais, toi, tu parles même au niveau économique en tant que tableau Excel. Déjà, il y a un coût humain. Toute cette partie IA, robotique, etc., qui va mettre des gens au chômage, avant peut-être que tu trouves d'autres activités, etc., je pense que l'État va devoir se poser la question, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas vraiment transformer le système et en fait... employer quelqu'un coûte 0, voilà. Mais par contre, au lieu de prendre 20% de TVA, je prends 30% de TVA, quoi. Moi, la réalité, c'est que je pense que les clients préféreront du taxi autonome, ça, ok. Par contre, si demain, tu ne mets pas de charge sur les chauffeurs VTC, tu seras moins cher en chauffeur VTC, peut-être pas ad vitam aeternam, mais je pense que si. Donc toi, tu penses qu'il faut ne pas mettre de charge sur le chauffeur ? Bah là, non, mais là, c'est disruptif ce que je te dis. Mais, je trouve ça intéressant. Mais je pense que si les États veulent absorber ce qui va se passer avec l'IA et la robotique, il faut que l'humain redevienne compétitif. Effectivement, c'est très disruptif. En fait, il y a un énorme volet humain qui fait que je pense que la réglementation aussi va freiner des cas de fer pendant assez longtemps parce qu'ils ne peuvent pas mettre 100 000 personnes au chômage. Tout à l'heure, tu parlais du prix des licences de taxi. Il y a quand même un enjeu assez immense. Et je ne sais pas pourquoi, moi, je n'arrive pas à le voir avant dans 10 bonnes années, mais facile. Parce que techniquement, c'est prêt. Ouais. Et les gens aussi sont prêts à le faire, mais j'ai l'impression que le volet humain n'est pas assez considéré. Ouais. Je ne le vois pas forcément sur l'angle économique humain, mais je le vois sur l'angle vandalisme. Ouais. Tu as 100 000 personnes à qui tu dis du jour au lendemain, vous ne travaillerez plus, les gars. Ils explosent les bagnoles. Quand même. Après, tu peux faire des solutions aussi. Tu peux dire, OK, tous ceux qui ont une licence VTC ou une licence de taxi, ils ont le droit. En fait, tu n'as pas le droit de mettre des voitures autonomes qui peuvent transporter d'autres personnes. Tu n'as pas le droit d'utiliser une voiture pour faire un service commercial, sauf si tu avais une licence de taxi ou une licence VTC. Et allez, quand tu es taxi, tu as le droit à 5 voitures. Tu vois, comme ça, tu crées une différence. Tu peux faire ce que tu veux. Il faut les financer, les 5 bagnoles. Hein. Ouais, mais si disons que la licence du taxi, du coup, reprend de la valeur et elles sont achetées derrière par Uber ou par des flottes qui veulent mettre 5 voitures autonomes, et ça, c'est tu vas recréer, alors que tu es sur une phase où tu pourrais ouvrir le marché, tu vas recréer donc finalement des barrières pour protéger les acteurs existants. Et donc, moi, j'espère pour les chauffeurs VTC qui seront considérés comme des acteurs existants, mais c'est toujours le débat de Hitch face au taxi, c'est ça. C'est qui est-ce que tu préfères protéger ? Et en fait, dans l'imagerie collective européenne, ceux qui étaient là avant, tu te dis qu'ils méritent plus de protection que les nouveaux. Il n'y a pas de raison morale particulière, mais c'est un réflexe qui est comme ça. T'as une raison morale qui est que le mec a pris un crédit pour 200 000 balles sur 10 ans. Déjà, c'est pas dit qu'il aille le perdre. Et ça se trouve, les mecs qui arrivent et qui, eux, sont en galère et sont peut-être dans des situations pires, tu les connais pas, quoi. Tu sais rien dans quelle situation ils sont. Donc ça se trouve, ils sont plus à protéger que les anciens. T'en sais rien. C'est dommage de devoir être dans l'opposition humaine, quoi. C'est-à-dire de devoir dire il faut opposer l'ancien le nouveau et c'est comme ça et tant pis pour eux. Mais Après, c'est encore une fois, si tu me demandais si je comprends les taxis, oui, je les comprends. Et je trouve ça très difficile. Et je pense que c'est une des grandes difficultés qui existent aujourd'hui, par exemple dans les gouvernements, etc. C'est qu'ils sont obligés de choisir parce qu'on leur demande et le choix, il est quasi impossible à chaque fois parce que quand tu vas aller dire
faut qu'on innove, sinon on est à la traîne par rapport aux États-Unis, à la Chine, j'en sais rien. On va te dire, oui, mais de l'autre côté, tu vas détruire de l'emploi en France. Quand tu vas dire, il faut qu'on passe aux véhicules électriques parce que c'est une incohérence complète pour la planète d'être au thermique, tu vas dire, de l'autre côté, oui, sauf que nous, aujourd'hui, l'Europe, c'est le continent de l'automobile et c'est ce qu'on sait faire, c'est du thermique et on va perdre toute notre avance sur les Chinois. On fait quoi ? Je trouve ça hyper compliqué. C'est hyper dur. Après, je pense que le politique, lui, ne choisit pas par rapport à ça. Il choisit pour faire plaisir. Il choisit pour être élu. Ouais. Et justement, tu disais sur la politique, donc dans ta newsletter, tu parles de cet épisode où vous arrivez au ministère, donc vous vous bagarrez pour réussir à avoir un rendez-vous au ministère pendant cette vague-là en 2015 où tout le monde se fait arrêter. Vous allez arriver au ministère, vous allez avoir un rendez-vous, vous avez l'impression d'avoir réussi à bien défendre votre truc, puis on vous rattrape un peu par l'épaule. Au fait, juste, on en parle à absolument personne de ce rendez-vous. C'est aussi ça. C'est aussi ce côté... oui, c'est bien ce que tu fais, j'ai compris que t'es pas pareil, mais juste, on va pas dire qu'on s'est parlé parce que je veux pas de problème. Ouais, mais ça, je comprends quand même. À l'époque, l'intérieur, les taxis dépendaient de l'intérieur. Donc, oui. Le ministre de l'Intérieur, c'était le ministre des taxis, quoi. Oui, c'est un arbitrage entre, ok, c'est pas grave, je vais donner un petit peu de ce côté-là, mais au moins, ça me permettra de rester pour pouvoir faire d'autres choses, Exactement, etc. Et il y en a qui essayent de faire des bonnes choses, j'en suis persuadé. Moi, j'ai l'impression que la politique au niveau local, à échelle Ouais. locale, vaut quand même beaucoup plus en termes d'action concrète sur la vie des gens. Mais ensuite, c'est une perception et je pense qu'on a aussi besoin de tout et il y a besoin de loi et il y a besoin de gouvernement. Donc, c'est hyper compliqué, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a une vraie différence locale / nationale, quoi. Ouais, mais même au niveau local, alors tu peux plus avoir d'impact parce qu'effectivement, tu peux transformer la ville, mais ton ambition numéro 1, c'est quand même d'être élu, quoi. Du coup, 2017, vous passez au modèle vraiment full VTC, vous changez un peu votre ADN, ça rebute un peu au début et puis finalement, vous réussissez à embrasser le truc et ça marche. On est aujourd'hui en 2026, c'était il y a 9 ans. Ces 9 dernières années, vous vous êtes développé dans plusieurs pays, vous êtes dans 7 pays. Le bon virage, vous l'avez fait à quel moment ? Est-ce que c'était en 2017 ou est-ce que c'était avant ? Et c'est quoi aujourd'hui le résultat de tout ça ? Comment tu ressens ta boîte aujourd'hui ? Non, on l'a pas fait avant. Tu me demandais les erreurs tout à l'heure, j'avais pas répondu. C'est celle-ci. Toi, tu te dis c'est ça. C'est 2015, tu aurais dû switcher. Mais bon, ouais. Enfin, on aurait dû switcher en mode, on aurait dû créer une autre offre pour avoir du VTC à côté du particulier et défendre du mieux possible le particulier et de dire, voilà, d'ailleurs, vous voyez que c'est pas la même chose. Voilà. Et on l'a pas fait parce qu'on s'est dit que ça affaiblirait notre défense. Donc, on est allé que en particulier. Et c'est vrai qu'en termes d'ADN, on était plus proche, je pense à ce moment-là, du particulier. On était plus jeunes aussi et tout ça. Le vrai virage, quand est-ce qu'il est fait T'en as plusieurs, mais courant 2017, à un moment, on décide d'ouvrir la journée. Déjà, c'est un premier virage. Ouais. À un moment où, je pense en 2018, on arrête de tutoyer nos utilisateurs. C'est dommage ça, non ? En fait, on avait beaucoup de critiques de la part des chauffeurs VTC qui nous disaient « vous ne nous respectez pas ». Ah, c'était mal vécu par le chauffeur. Parce que nous, on est des pros, etc. Mais en fait, les chauffeurs VTC effectivement, se voyaient comme la grande remise. Et, probablement, certains se voient toujours. Et moi, je le respecte complètement, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais nous, on venait d'un truc plus convivial, un peu différent. Et donc, à chaque fois, ils nous disaient « vous n'êtes pas assez professionnel, vous n'êtes pas assez professionnel ». Et donc, on s'est professionnalisé petit à petit. Le moment où vraiment, je pense qu'on a basculé, c'est au moment du Covid. Tu vois, alors qu'on est en 2020. Quoi. Ouais. En 2020, t'es 3 ans après. Parce qu'à ce moment-là, du coup, on est obligé de faire un plan social. Parce que boîte de mobilité, Covid, difficile, Il se passe etc. rien dans les rues, ouais. Et du coup, en faisant le plan social, y a tous les gens qui avaient connu l'ancien modèle, les derniers qui étaient encore là, qui partent à ce moment-là. Parce qu'ils sont en fin de cycle. Et moi, je commençais à me rendre compte que c'était un problème. Et encore aujourd'hui, au bout d'un moment, tu as des gens qui disent c'était mieux avant. Et les nouveaux qui arrivent, ils te disent la boîte est géniale. Et donc, de temps en temps, tu es obligé de faire partir les gens, malheureusement, quand c'est ça. Si tu veux rester une boîte ultra dynamique, innovante et ambitieuse, sachant que nous, je pense qu'on n'a pas trop le choix parce qu'on n'est pas leader de notre marché, on est face à Uber, face à Bolt. Enfin, moi, j'ai pas le luxe, malheureusement, faut que mon équipe soit vraiment parfaite, quoi, parce que Ça t'excite encore de faire tout ça ? Ouais, non, il y a des trucs qui sont hyper sympas, hyper intéressants. Et moi, je pense que je préfère les débuts dans les boîtes. Mais je suis très content d'avoir vécu l'histoire de Hitch jusqu'aujourd'hui et demain, parce que ça m'a permis de voir toutes les phases. Et à un moment, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font une boîte pendant 3-4 ans, tu vois, et tu l'avances si tu as bien fonctionné ou ça marche pas, peu importe, etc. Et en fait, tu as vécu des choses, mais tu n'as pas vécu le temps long. Et le temps long, c'est très différent. C'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est très, très différent. On a parlé... Une grosse partie de l'échange, ça a été de 2013 à 2015-2017. On est en 2026, c'était il y a 9 ans. Ouais. En fait, ces 9 dernières années, vous avez redupliqué le modèle dans d'autres pays d'Afrique, vous avez ouvert le truc, vous opérez parce que maintenant vous savez faire.
effectivement, je pense que ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir et tu as des vraies logiques aussi. Il y a des moments dans l'histoire de la boîte où ça allait un peu moins bien. Enfin, quand tu es au début, tu es toujours dans l'excitation, tu as de l'attraction, etc. Après, quand tu es dans des périodes de crise, moi, c'est plutôt facile pour moi, ok. Mais quand tu es plat, ça tourne à peu près, voilà, il se passe pas grand-chose. À peu près, mais voilà, il se passe pas grand-chose et tout ça. Et ben, c'est pas du tout la même. Et ça, c'est les moments, je trouve, les plus durs et là, soit tu deviens une PME, classique, etc. Soit il faut réussir à te dire, attends, comment on fait pour soit retourner la table, pour remettre de l'ambition et tout. Et là, ça demande, je pense, des ressources internes qui sont pas faciles, qui sont très différentes. Donc moi, je suis très content d'avoir vécu toutes les phases de Hitch. Après, je pense qu'effectivement, les phases qui me correspondent le plus sont les phases du début et les phases de crise où, généralement, même si c'est dur, c'est des moments où ça me donne de l'énergie. Ouais. Vous avez eu une offre, c'était en quelle année, Uber, qui vous ont offert 40 millions en 2016, donc ils ont offert 40 millions, puis ensuite 60 millions. Vous avez dit non. Ouais. Vos investisseurs vous ont dit bravo les mecs, ou ils avaient envie de vous mettre une balayette? J'en ai parlé avec eux, avec un d'entre eux, parce qu'ils n'étaient pas tous là il n'y a pas très très longtemps. Et je lui dis, je ne comprends pas pourquoi vous nous avez dit non. Vous nous avez laissé faire. Et il me dit, ouais, je sais pas non plus. Et il me dit, mais c'est devenu un exemple pour moi. Parce que, en vrai, le multiple, à l'époque, on avait levé que 300 000 et 700 000, donc 1 million d'euros. Le multiple était dinguissime. Et moi, depuis, j'ai été beaucoup dilué. Même si à la fin, on fait une belle boîte avec Hitch, je pense que j'aurais gagné plus d'argent en prenant ça il y a, 9 ans, dans 10 ans même maintenant, que si je la vends aujourd'hui, quoi. C'est dingue. Ouais. Mais bon, nous, on sait pourquoi on l'a fait, pas de problème. Et donc, j'en ai parlé à l'un de mes investisseurs. Et il m'a dit, tu sais quoi, maintenant, c'est devenu un peu une leçon. Et il me dit, c'est vrai que quand tu es VC, tu sais qu'il y a des moments où en fait, les valos sont un peu surévalués, etc. Et en fait, on aurait dû prendre, mais on avait tellement confiance en vous, on vous trouvait tellement bon que déjà... Parce que vous vouliez absolument pas prendre. Vous aviez quoi, un genre de manifesto anti-Uber, dire on revend pas? Non, même pas, non. On s'était juste dit qu'on voulait vivre l'aventure jusqu'au bout. Et pour éviter de se poser trop de questions non plus, on s'était dit, c'est Oussama de The Family qui nous avait conseillé ça. Il nous avait dit, vous avez qu'à écrire un fuck-up number sur un papier, tous les 3 cofondateurs, et après, vous vous montrez. Et vous dites que si c'est en dessous, vous prenez pas. Si c'est au-dessus, c'était quoi ton fuck-up number? Et donc, à l'époque, on l'avait tous les 3 mis, je crois, à 200 millions. On était très, très loin. Oussama, t'en as parlé beaucoup dans ta newsletter. T'en as reparlé encore pas mal aujourd'hui. C'est devenu une genre de figure dont il faut vite s'éloigner dans la French Tech ces derniers temps parce qu'il y a eu toute l'histoire de procès, est-ce que arnaque, pas arnaque, etc. Est-ce que tu trouves que c'est justifié ou pas? Moi, je ne l'ai jamais connu, ce bonhomme. J'ai beaucoup suivi l'histoire de The Family à l'époque. Puis après, quand c'est parti en cacahuète, moi, ça m'a un peu désintéressé. Ouais. C'est quoi ta vision de tout ça? C'est dur à dire. Ce que je peux te dire, c'est que je pense que Oussama a fait beaucoup de bien à l'écosystème start-up français, donc de 2013, création de The Family, au moment où ils arrêtent, quoi. Et Alice Zaguri et Nicolas Collin aussi. Hein. Voilà. Après, Oussama était peut-être un peu plus visible. Et on connaît tous les défauts d'Oussama. Il est un peu, il en rajoute, il est un peu mytho, il peut faire plein de trucs, il peut dire des trucs qui sont pas vrais, etc., etc. Donc ils ont eu beaucoup d'impact. The Family a eu énormément d'impact. Et ça, c'est un truc qu'on pourra jamais leur enlever. Voilà. J'avais envie un peu d'avoir ton avis parce qu'on parle beaucoup de cette personne en mal. Ouais. J'ai l'impression que c'est commune mesure d'en parler en mal. Toi, tu fais partie des rares qui mettent un autre visage. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, en fait. Parce que je le pense. Bon, alors, on en parle en mal aujourd'hui. Il a été idolâtré peut-être trop pendant des années. Moi, j'ai toujours été réaliste. Tu vois, moi, par exemple, Oussama, à un moment, quand on était chez The Family, m'avait dit « Putain, Teddy et tout, quand même... franchement, tu veux pas, si jamais un jour Hitch s'arrête et tout, on monte une boîte ensemble. Parce que tu sais que c'est un profil aussi un peu fou. Sulfureux, et un peu dangereux sur des trucs. Donc moi, je pense que j'ai toujours été plutôt réaliste juste sur la manière dont je les voyais. Donc je pense que c'est... et Oussama en tête, mais les trois donc vraiment... tu as pu utiliser tout ce dispositif de manière hyper saine, sans rentrer dans toutes ces prises de tête. Et ça, je pense que tout le monde doit reconnaître et peut reconnaître que The Family, sur ces années-là, 2013-2019, a fait, je pense, beaucoup de bien à l'écosystème start-up français, même s'il y en a qui le trouvaient arrogant, tout ce que tu veux, etc. Ça a permis de bouger les lignes, ça a permis d'intéresser énormément de gens à l'entrepreneuriat. Je pense que ça a juste aidé, quoi. Et après, tu peux aussi reconnaître que Oussama aujourd'hui, effectivement, c'est pas la même chose. Ce qu'il produit, etc., ça n'a pas le même impact. Ça a l'air d'être un peu plus difficile. Oui, c'est vrai aussi, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et de manière générale, après toute cette époque que tu as vécue, on était en 2010, 13, 15, franchement, c'était beau, la partie entrepreneuriat à l'époque. Il y avait un côté hyper excitant. Il y a beaucoup de boîtes qui ont foiré, comme partout, mais il y a certaines qui ont réussi et il y a eu un côté beaucoup plus humain, j'ai l'impression, qu'aujourd'hui. C'est quoi ta vision justement de l'entrepreneuriat aujourd'hui et de la France entrepreneuriale
de la Startup Nation et compagnie dont on a beaucoup parlé à un moment. Est-ce que vraiment ça existe encore? Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de lancer une startup? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui, je pense que ça vaut le coup de lancer une startup. Enfin, maintenant, en plus, avec tout ce qui est en train de se passer sur l'IA, tu peux faire des produits hyper vite et tout. Donc, justement, ouais. Du coup, n'importe qui peut lancer Ouais, mais n'importe c'est pas quoi. grave. Après, y a de l'exécution. Enfin, j'ai les yeux qui brillent quand j'en parle. Je pense que ça peut être génial. Donc, non, j'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'au contraire, toutes les époques sont sympas pour entreprendre. C'est juste que les problématiques sont différentes. Et du coup, t'es l'entrepreneur de ton époque, quoi, tout simplement. Après, sur la French Tech, c'est d'ailleurs ce que The Family ne voulait pas, mais c'est devenu un truc un peu plus... tu vois, la French Tech de base, c'est un truc un peu plus étatique, consensuel. Et en fait, quand tu es entrepreneur, autant politique, j'aimerais bien que les gens redeviennent un peu consensuels, autant entrepreneur, tu dois pas l'être. Ouais. Tu dois être bourrin, tu dois être pirate, tu dois être disruptif et tu dois casser les lignes, quoi. C'est ce qu'on te demande et c'est normal parce qu'un État, c'est pas une boîte. Un État, il y en a qu'un, donc il faut que ça convienne à la majorité ou en tout cas que ça protège tout le monde. Et donc, du coup, la démocratie, même si c'est mou, c'est bien, ça protège tout le monde. Mais quelqu'un qui est à la tête d'une boîte, il ne doit pas être en démocratie. Il doit prendre ses décisions et les assumer. Et soit il a raison et tu iras plus vite que quand tu es dans un système où tu parles trop, quoi. Soit il a tort et la boîte coule et c'est pas grave, il y en a un autre qui avait raison, quoi. Donc voilà, donc une boîte, tu dois être tranché. Donc du coup, je trouve que la French Tech est un peu trop probablement consensuelle, ouais. Ça c'est trop professionnalisé, trop cadré, quoi. Ça c'est trop politisé. Mais c'est une initiative politique, donc c'est normal. Mais ça, le fait que ça devienne politique, je pense, ça fait pas du bien à l'entrepreneuriat. À partir du moment où tu as des entrepreneurs qui veulent être en photo avec Macron ou avec des trucs et tout, ça ne marche pas, quoi. Tu as quand même pris quelques claques par la France au niveau justement de la réglementation, de la loi, de jugement, etc. Mais on sent malgré tout que tu as une flamme sur ce que devrait être ça s'est un peu trop adouci, l'État je pense, français. Ouais. Ça s'est un peu adouci sur le côté... quand tu veux accompagner, c'est bien que le politique aide l'entrepreneuriat, mais du coup, c'était la théorie de Nicolas Colin. Nicolas Colin, il expliquait, la France aime ses entrepreneurs tant qu'ils sont petits. Donc en gros, on te fait jouer dans le bac à sable, etc., etc. Mais à partir du moment où tu vas sortir du bac à sable, on va te défoncer, quoi. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé. Et je pense que ça a changé. Tu vois, aujourd'hui, on aime bien les entrepreneurs, enfin, pas tout le monde, mais l'État essaye de vraiment faire... valoriser un Doctolib, voilà, la French Tech fait du boulot. Ouais, non, la French Tech fait du boulot, elle fait vraiment le taf pour essayer d'aider les Doctolib. Donc, je dis pas que ça fait que de la merde, pas du tout. Je pense que ça fait plein de trucs qui sont très bien, mais... Du coup, ça donne une image de il faut être policé et tu vois, rentrer dans le cadre pour y arriver. Alors que je pense que ce serait bien de rajouter un peu de profil où ça part en vrille, quoi. Juste pour montrer qu'à un moment, faut aussi aller dans le combat, quoi. Mais quand tu te lances, à un moment, si toi, fondateur, t'es pas à fond, enfin, il y en a qui vont être à fond à côté de toi, ils vont te défoncer, quoi. Donc, je trouve que ça me manque un tout petit peu. Donc, faut trouver le bon équilibre, c'est pas facile. Et je trouve que justement, en 2013, t'avais déjà la French Tech, enfin, l'arrivée à ce moment-là, à peu près à la French Tech et tout ça. Mais vu que t'avais un The Family qui prenait beaucoup de place et qui était vraiment très pirate disruptif, ça te faisait, quand tu voyais les deux, ça te faisait une moyenne OK. Voilà. Et là, je trouve qu'il y en a qu'un. En fait, je pense qu'il manque un The Family de l'époque, quoi. Ça, je pense que tu l'as un peu perdu, ouais. J'ai l'impression aussi, ouais. Je vois, en fait, ça c'est... moi, ce que je te dis, c'est professionnalisé. Tu vois, tu as les Paris Co d'un côté, tu as la French Tech, tu as des grandes journées innovation, BPI, ceci, cela. Et effectivement, moi, je regarde ça quand je vois, tu vois, si tu retournes sur YouTube, tu te mets sur les vidéos de The Family de l'époque, c'est fou. C'est-à-dire, c'est beau. Moi, je suis rentré une fois seulement dans le lieu et je m'en rappelle. J'ai un souvenir impérissable du moment où je suis rentré pour aller voir à l'époque Balthazar, qui travaillait là-bas sur les nouveaux projets et tout. Moi, j'avais lancé un petit truc qui n'a pas du tout marché. Mais ce moment-là, ce café, je m'en rappelle. Parce que l'endroit, il était spécial et qu'il y avait une énergie de dingue. Mais le côté pirate disruptif, tu vois, avant, je pense que c'était avant The Family, tu avais Xavier Niel qui avait un peu ce rôle-là. Mais bon, qui est aussi un peu plus âgé maintenant et c'est un peu plus normalisé aussi, mais qui, quand même, peut casser les lignes. Ouais, de temps en temps, il y va fort. De temps en temps, il va fort. Donc, il y a lui, mais il en manque un peu, je pense, pour que ce soit plus équilibré, quoi. Bon, et pour vous, pour Hitch, ce sera ma dernière question. On a vu d'ailleurs, alors, sur la partie écosystème VTC, il y a eu une grosse décision en justice contre Uber sur le fait d'avoir une vision de salariat déguisé, quoi. C'est-à-dire que de requalification salariale sur beaucoup de chauffeurs qui, potentiellement, selon pas mal, peut faire jurisprudence. C'est-à-dire que ça remet potentiellement en question en France, et on revient encore à la réglementation, tout le volet chauffeur VTC. Est-ce qu'on est sur une plateforme? Est-ce qu'on est salarié ou pas? Vous, pour Hitch,
est-ce que la suite, elle s'inscrit encore en France et pour longtemps, ou est-ce que tu penses qu'il va falloir au fur et à mesure vraiment aller sur les autres pays La France reste quand même notre plus gros marché et on a quand même envie de performer en France et de pouvoir se développer. Donc on verra, tu vois, encore une fois, on est face à Uber, face à Bolt, c'est pas facile tous les jours, donc on verra comment ça se passe, mais dans l'idéal, on aimerait bien pouvoir continuer de performer en France. Après, c'est sûr que c'est un marché qui est très réglementé. Il y aura peut-être des changements réglementaires. On verra aussi à quelle sauce on est mangé. Je pense que Uber, par le passé, a été quand même assez dur avec les chauffeurs. Et petit à petit, tu déconstruis un petit peu. Et je ne crois pas au fait que les chauffeurs vont devenir salariés des plateformes. Ben voilà, maintenant, tu as des structures, tu peux être salarié à côté, etc. Mais des plateformes, ça me semble compliqué parce qu'un chauffeur VTC, ce qui l'intéresse dans le job, c'est la flexibilité. Donc, il faut trouver des manières de garder la flexibilité et, si possible, en ayant de la protection sociale, d'où les nouvelles coopératives d'activité d'emploi, etc., etc. Toi, tu restes chez Hitch là, pour les prochaines années? A priori, ouais. Donc, à travers Hitch, tu continues de développer d'autres projets. On en a parlé tout à l'heure, Switch. Donc, vous avez repris E-Way, le battery swap. Donc, vous vendez des scooters avec ce modèle de battery swap. Ouais. Et vous avez Flitch en Afrique, qui est un leaser de véhicules pour les chauffeurs VTC. Tout à fait, ouais. Et Switch, ça fait moins d'un an. Et ça, je pense que c'est marrant, mais c'est celle que je préfère des trois en ce moment, alors que c'est la plus galère. Mais c'est très marrant parce que déjà, tu dois reprendre une boîte en faillite, enfin que les actifs, il faut relancer. Hyper dur. Tu avais en tout un peu moins de 3000 scooters, un peu partout en France, en Espagne, en Italie. Il faut aller tous les récupérer, les batteries, les bornes. On a tout remis à Paris. Donc là, on a relancé le truc, ça fonctionne, ça commence à fonctionner correctement. Et en fait, nous, on a vendu les scooters, ce qui nous a permis de gagner un peu d'argent pour financer le début de la boîte. Donc on a réussi, et ce que j'avais dit à mon board, moi je vais vous relancer la boîte, et la première année, je serai rentable. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire, mais juste parce qu'on a vendu des scooters, je suis à l'équilibre, je n'ai pas gagné de l'argent, mais je suis à l'équilibre. Et du coup, là, j'arrive à un moment où on a 1500 scooters qui utilisent le service. On en a encore un peu en stock, donc on va pouvoir continuer d'en vendre. Mais après, pour réussir à vraiment devenir rentable, à un moment, il faudra que j'atteigne, 4-5 000 scooters sur le réseau. Donc, il va falloir lever de l'argent. Et donc là, je me pose la question, j'ai relancé la boîte, les redresser, c'est cool. Après, moi, je viens du VTC. Avec qui je m'associe pour vraiment faire ça, quoi? Parce que là, ça devient une étape différente. Mais vraiment, on a encore plein de scooters à vendre. Tiens, j'en profite. Si vous voulez un scooter électrique... Je vends une 208. Mais on les vend pas cher. Bertrand Fleurose, si tu nous écoutes, je pense qu'il y a quelqu'un qui a envie d'avoir l'expertise d'un expert métier scooter 2 roues électriques. Je ne vais pas demander, mais je vais lui demander. Parce que toi qui as été visionnaire sur le transport entre particuliers, puis finalement le monde du VTC... On saura assez rapidement si tu as été visionnaire sur le swapping. En tout cas, merci beaucoup, Teddy. Vraiment, je vais passer un moment exceptionnel. C'est hyper intéressant, hyper enrichissant. On s'est replongé dans la mobilité et le monde des startups en France il y a une dizaine d'années. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, repartagez. C'est une expérience assez incroyable de pouvoir vivre avec un entrepreneur de la mobilité tout ce cheminement. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite, à toi comme à Hitch. Merci, toi aussi. Salut Teddy. À bientôt, salut.